Franck, tu travailles principalement sur le développement cognitif et les apprentissages scolaires, notamment sur la dyslexie, l'apprentissage de la lecture, l'autisme, etc. J'en passe, nombreux sujets. Et nous avons 1 heure aujourd'hui pour parler ensemble du thème de cette table ronde. Je n'ai pas testé avant. Ok. Le thème de la table ronde qui est l'application des données de la recherche en milieu éducatif. Voilà, merci. Et on vous propose une liste de thématiques pour discuter pendant 1 heure. Juste peut-être quelques règles pour que cette table ronde se passe correctement. On est quand même nombreux. Le but, c'est vraiment qu'il y ait des échanges entre Franck et vous tous et toutes sur les sujets de la thématique, donc application des éléments de la recherche en milieu éducatif. C'est une table ronde qui est ouverte et neutre. On est tous bienveillants et bienveillantes. N'hésitez pas à poser des questions. Elles sont vraiment toutes bonnes à prendre et on va tous en profiter. Voilà, je laisse la parole à Franck. Ouais, peut-être juste pour commenter cette liste de thèmes que, quand Cynthia m'a demandé de quoi on allait parler, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je fais qui peut être pertinent pour le thème de la table ronde? Et du coup, j'ai essayé de sortir un petit peu tous les thèmes en lien avec l'éducation. Et peut-être juste un mot de contexte. À l'origine, moi, je me voyais pas comme un chercheur en éducation. J'ai commencé à travailler sur la perception de la parole chez le nouveau-né. Voilà, pendant ma thèse, et je m'intéressais à l'acquisition du langage. Après, dans mon postdoc, j'ai travaillé sur la dyslexie, et donc ça a été le début d'une longue carrière de recherche sur la dyslexie et d'autres troubles neurodéveloppementaux, troubles du langage, autisme. Mais même encore à l'époque, la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage de la lecture, donc forcément c'est lié à l'éducation, mais ce n'était pas sous l'angle sous lequel je l'étudiais. Pour moi, c'était un modèle pathologique de l'apprentissage du langage. Et c'était comme ça que je l'étudiais pour essayer d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'acquisition du langage. Et c'est venu finalement au fur et à mesure, parce que quand je suis revenu en France et que je travaillais sur la dyslexie, les familles d'enfants dyslexiques m'ont assez vite sollicité. Et donc j'ai été beaucoup plus au contact des personnes concernées, les enfants, les familles, etc. J'ai vu les problématiques et évidemment j'ai commencé à vouloir les aider. Et puis après, donc, connaissant la dyslexie, je connaissais la littérature sur l'apprentissage de la lecture, et donc ce qui m'a amené à intervenir dans certains débats, évidemment. Et puis de proche en proche, voyant un petit peu l'état du système éducatif français et me disant qu'on pouvait quand même essayer de l'améliorer, j'ai essayé de plus en plus de rendre ma recherche un petit peu plus pertinente pour les questions d'éducation, même si, au fond, quand même, moi, mes intérêts scientifiques, ils sont avant tout fondamentaux. Donc je m'intéresse vraiment aux facteurs qui sont sous-jacents au développement cognitif, et les apprentissages scolaires, c'est juste un aboutissement un petit peu plus loin dans le développement cognitif. Voilà, et sur ce, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question par rapport au 3e point sur dyslexie, autisme, troubles neurodéveloppementaux. Ma question, c'est par rapport à la scolarisation, du coup, et qu'est-ce qui existe, s'il y a des données dans la recherche par rapport à ça. Classes spécialisées, où on va avoir des petites classes avec que des enfants qui vont souffrir de ce genre de troubles, et des personnes qui vont être vraiment focalisées sur ça, vs scolarisation dans des écoles publiques, avec peut-être une aide aussi en parallèle, mais quel est le plus efficace, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pas que par rapport aux troubles, mais aussi dans le développement de l'enfant de manière générale. Oui, alors c'est une très bonne question et difficile. Je ne saurais pas citer d'études qui auraient vraiment comparé proprement 2 modèles de traitement des enfants avec troubles des apprentissages qui permettraient de répondre clairement à la question. Mais en tout cas, il y a clairement une tendance générale à l'international qui est l'inclusion, finalement. Et c'est vrai qu'en France, c'est un sujet sur lequel on est assez en retard. En France, on a une longue histoire d'institutionnalisation de toutes les personnes en situation de handicap, avec troubles mentaux, et puis les élèves avec les troubles des apprentissages. Ils ont mis beaucoup de temps
reconnus comme tels. Et effectivement, la tendance de l'institution scolaire, c'est toujours de les exclure. Tous ceux qui ne fonctionnent pas normalement, on les met dehors, c'est pour des spécialistes. Donc ça, c'est l'historique, c'est notre historique. Et c'est vrai que pour l'institution scolaire, c'est un peu une révolution d'essayer de progresser vers l'inclusion. Donc peut-être juste pour répondre à ta question sur le fond, il me semble qu'il y a quand même des études qui montrent que l'inclusion est meilleure pour les élèves concernés et qu'elle ne nuit pas pour autant au reste de la classe, parce que c'est aussi une grande crainte qu'expriment les parents d'élèves, c'est on veut bien un peu d'inclusion, mais il ne faudrait pas que ça fasse baisser le niveau quand même. Bon, visiblement, il y a des études qui sont là pour montrer que ça se passe bien. C'est plutôt positif pour tout le monde, l'inclusion, mais honnêtement, je ne suis pas spécialiste de cette littérature, donc je ne saurais pas donner les références. En tout cas, voilà, c'est un processus assez lent. Hein. On a la loi de 2005, hein, qui est la loi qui prescrit l'inclusion pour tous, partout. Mais on est en 2024, donc presque 20 ans après, et on constate que c'est pas encore joué. Enfin, ça a beaucoup progressé, hein, faut pas le nier non plus. Mais là, on est en train de voir un petit peu une espèce de, enfin, on a bon, enfin, je sais pas si je pars très loin sans répondre. je vais bien au-delà de ta question, mais bon, comme les conditions de l'inclusion sont pas très bien mises en place. Finalement, il y a beaucoup d'enseignants, par exemple. Bon, voilà, ils ne sont pas formés à ça, ils ne savent pas gérer les situations et du coup, ils ne sont pas très favorables en fait. Et si on voulait qu'ils soient plus favorables, il faudrait mieux les former, évidemment. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je dirais qu'en France, c'est un modèle qui marche moyennement et il y a encore du travail à faire pour que ça progresse. Bonjour, merci. Y a-t-il des études qui évaluent une corrélation entre le nombre d'élèves par classe et la réussite scolaire? Oui, ça pour le coup, il y en a pas mal. Peut-être je termine de répondre à la première question avec un truc qui me vient. C'est par exemple sur la remédiation des difficultés en lecture. En France, par exemple, on a un modèle très externalisé où on envoie tous les enfants en difficulté chez les orthophonistes. Et le modèle, bon, ce qui marche sans doute pas mal pour une bonne partie d'entre eux, hein, elles sont très bien les orthophonistes françaises, mais le modèle qui a fait ses preuves à l'international, c'est un modèle qui est à l'intérieur de l'école, qui s'appelle réponse à l'intervention, où on intervient pour tous les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage de la lecture, sans nécessité de diagnostic particulier. Et par contre, on évalue régulièrement leur progrès de manière à voir si donc ça suppose des enseignants qui sont formés à une intervention pédagogique particulière pour les élèves en difficulté de lecture dès le CP et le CE1. Et après, on évalue régulièrement les résultats. Et ceux qui résistent à l'intervention pédagogique de première intention, alors là, on peut se poser la question s'ils n'ont pas un déficit plus spécifique et si ça ne vaut pas la peine d'aller chez un professionnel de santé faire des bilans. Mais c'est seulement dans un second temps, alors qu'en France, on est directement chez l'orthophoniste dès la première intention. Et donc, pour répondre à la deuxième question, oui, donc sur la question des effectifs des classes, c'est marrant parce que c'est vrai que si on demande à des enseignants qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation du système scolaire, en général, la première idée qui leur vient, réduire les effectifs. Et on le comprend dans le sens où ça fait partie des facteurs qui altèrent leur qualité de vie ou leur qualité de travail, on va dire. C'est clairement c'est ce qu'ils peuvent voir au quotidien. Et évidemment, si on pouvait diviser l'effectif de leur classe par 2, ça serait beaucoup plus simple pour eux et on le comprend bien. Et donc, que disent donc, il y a eu pas mal d'évaluations des effets de l'effectif dans la classe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, globalement, oui, effectivement. Donc, les élèves apprennent mieux si on décroît l'effectif, mais la taille des faits n'est pas aussi élevée qu'on pourrait le croire en écoutant les enseignants, en fait. Donc, je me souviens qu'on avait regardé un petit peu la littérature à ce sujet en 2018 ou en 2017, quand le ministre Blanquer avait proposé de diviser les effectifs par 2 en CP dans les REP et REP+.
Et notre lecture de la littérature était assez contrastée, c'est-à-dire ça disait en gros si on divise l'effectif de la classe par 2, on peut avoir une taille d'effet d'environ 0,1 à 0,2 écart type si on a beaucoup de chance. 0,2 c'était vraiment la borne supérieure, mais bon 0,1 plutôt dans beaucoup d'études. Et donc du coup ça pose question parce que pas en termes d'efficacité, l'efficacité elle est positive, il n'y a pas de doute là-dessus, mais en termes d'efficience, parce qu'après il faut mettre ça en regard du coût. Et diviser l'effectif des classes par 2, ça veut dire multiplier le nombre d'enseignants par 2 et multiplier le nombre de locaux de salles de classe par 2. Donc c'est un coût qui est extravagant en fait. Et du coup on peut se dire, est-ce qu'avec ces moyens-là, on ne pourrait pas faire quelque chose qui aurait un bien meilleur effet que de diviser l'effectif des classes par 2 ? Et sans doute que oui, en fait. Donc après, j'en ai discuté avec des collègues qui avaient des avis différents. On est parfaitement d'accord sur les résultats, on connaît les tailles d'effet, on est d'accord sur tout. Et après, j'ai un collègue économiste, par exemple, qui dirait, oui, mais au moins, même si c'est que 0,1, au moins, on sait qu'on va avoir ça. Alors que si tu fais une formation des enseignants dont tu penses qu'elle a un effet supérieur, en fait, en bout de chaîne, tu n'es même pas sûr de récupérer 0,1. Et il a peut-être pas tort. Donc c'est un vrai débat. Après, voilà, ce genre d'argument sur l'efficience, on pourrait s'en servir pour dire, on va mettre 60 élèves par classe. Bon, j'ai vu des classes à 60 élèves en Chine, et ça avait l'air de marcher aussi. Mais bon, forcément, il faut bien qu'il y ait une limite à un moment. Donc voilà, c'est pas un sujet facile. Je pense qu'il faut... Je suis jamais très enthousiaste quand on dit, ah oui, il suffirait de réduire la taille des classes. En même temps, il faut bien fixer une limite supérieure au-delà de laquelle ça ne serait sans doute pas gérable. Bon. Et peut-être en lien, quelque chose qui fait lien entre les deux questions, on pourrait aussi envisager de moduler la taille des classes en fonction des élèves qui sont dedans. Et en particulier, c'est des élèves en situation de handicap. Donc ça, c'est un modèle qui existe au Québec, je crois, où si on a un élève en situation de handicap dans une classe qui nécessite des aménagements particuliers, des adaptations, etc., il va compter pour, alors je ne sais pas quel est le N, si c'est pour 2 ou pour 4, mais en tout cas, il va être comptabilisé pour la surcharge de travail qu'il occasionne à l'enseignant, qui est incontestable. Et du coup, c'est une manière aussi de moduler les effectifs qui est assez intelligente, parce qu'elle prend en compte les besoins réels qui sont dans la classe. Je rebondis juste. Les résultats avec les tailles d'effet de 0,01, est-ce que c'est sur justement les classes qu'on a en France qui sont passées à 12 élèves? Ou est-ce que c'est alors donc c'est vrai que donc évidemment comme d'habitude en France, on fait des réformes sans évaluer, ni avant ni après. Et donc, du coup, il y a quand même des gens malins à l'ADEP et dans des labos d'économie qui, malgré le fait de ne pas avoir fait un design expérimental, se disent on va quand même récupérer les données des évaluations de l'ADEP et on va essayer de faire une évaluation a posteriori. Alors, pas bien contrôlée, évidemment, mais on va quand même essayer d'estimer. Et donc, il y a eu une estimation des effets du dédoublement en CP et en REP qui donnait une taille de 0,07, c'est-à-dire encore inférieur à ce que laissait présager la littérature, ce qui n'a pas surpris certains collègues qui ont dit oui, mais en fait, il ne suffit pas juste de réduire les effectifs, encore faut-il former les enseignants à mieux tirer parti de cette situation pédagogique particulière, en fait. Sinon, ils vont juste continuer à faire la même chose qu'avant, mais avec 12 au lieu de 24. Voilà. Donc la conclusion à cette question, c'est que ça peut être efficace d'avoir des effectifs réduits, mais peut-être former les enseignants à ça aussi. Oui, de manière générale, toutes les réformes qu'on essaye de mettre en place, ça vaudrait... dès qu'on change quelque chose dans le système, il faut que les acteurs s'adaptent, et ils ne vont pas forcément s'adapter tout seuls comme ça, spontanément. Oui, merci. Moi, j'aurais une question par rapport à votre ressenti, votre vécu dans l'institution. On constate souvent qu'il y a des réformes qui vont parfois à rebours finalement des résultats de la recherche. On pense par exemple au groupe de niveau, par exemple, au redoublement qui a traîné pendant des années et des années. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les politiques, oui ou non, dans quelle mesure comment ça se passe en fait, comment ça se déroule pour vous? Globalement, la réponse est non. Et c'est pas propre à l'éducation nationale. C'est vrai, je pense, dans tous les ministères où tous les ministères, ils ont un champ
secteur, etc., dans lequel il y a des recherches dont on pourrait tenir compte, mais le monde politique, donc à la fois le monde politique, mais aussi le monde des hauts fonctionnaires, c'est un monde qui est totalement étranger à la recherche, en fait. Donc le premier défi, c'est qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils sont sur des sujets scientifiques sur lesquels il existe une littérature internationale abondante, et donc ils n'ont même pas l'idée que ça pourrait être pertinent d'aller questionner des chercheurs. Donc c'est une lutte permanente, en fait, pour les gens qui sont un peu motivés, d'essayer de faire entendre qu'il existe des résultats. Et c'est vrai sur tous les sujets, sur la doctrine du maintien de l'ordre pour la police, sur les questions d'immigration, sur les questions de lutte contre le terrorisme. Il y a des travaux internationaux sur tous ces sujets. On sait qu'il y a des choses qui sont efficaces et d'autres qui ne le sont pas. Mais on a l'impression que ça n'arrive jamais à percer jusqu'au niveau de la décision politique. Alors bon, à l'éducation nationale, il y a eu la création d'un conseil scientifique qui était censé remédier à ça, et je pense que c'était une bonne initiative, et on devrait en créer dans tous les ministères. Mais après, ça se heurte effectivement au fait que les gouvernants, eux, ils n'ont pas changé pour autant d'état d'esprit, ils ne savent toujours pas à quoi on sert, et ils ne savent pas ni nous poser les bonnes questions au bon moment, ni forcément tenir compte de ce qu'on a à dire. En tout cas, les scientifiques peuvent être écoutés, mais c'est juste une voix parmi des dizaines et des centaines de voix qui murmurent à l'oreille des ministres et qui essayent de faire passer un message, en fait. Donc ouais, non, on pourrait beaucoup progresser sur ce plan-là. Et certains gouvernements, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ils ont des places pour des conseillers scientifiques beaucoup plus influents, en fait. Donc ça, voilà, c'est une particularité un peu française, malheureusement. Ce qui ne veut pas dire que je pense que les scientifiques devraient prendre les décisions. Les décisions doivent être prises par les politiciens démocratiquement élus, et ils doivent prendre en compte non seulement des considérations scientifiques, mais aussi plein d'autres considérations. Mais ça serait bien qu'ils les fassent au moins informés par les résultats scientifiques plutôt que dans leur ignorance totale. Le CESEN a été introduit, donc peut-être je reviens dessus juste rapidement. Donc le CESEN, c'est le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a été formé en 2018. Donc c'est un groupe de chercheurs qui ont pour but de faire des recommandations, de donner leur avis, donner des conseils basés sur les données scientifiques à destination des acteurs de l'éducation nationale, en quelques mots. Et donc vous publiez des rapports. Oui, tout ce qu'on fait est public. En fait, il n'y a rien de secret, rien de mystérieux. Donc on a un site web sur le site Réseau Canopé que vous trouverez facilement et sur lequel on a publié tout ce qu'on a fait depuis le 2017, et ça fait que ça commence à faire un paquet de rapports et de notes et d'outils. Donc il y a plein de choses là-dessus. C'est une vraie mine d'or, en fait, et il est sans doute pas assez consulté, ce site, pas assez connu. Et qui est dans ce groupe, dans ce groupe de chercheurs? Comment vous êtes choisis? Disons là, actuellement, on est 26 chercheurs de toutes les disciplines pertinentes sur le sujet de l'éducation. Et on est en principe nommé par le ministre, qui évidemment n'a pas le moindre avis pertinent là-dessus, mais qui se fait conseiller par le président Stanislas Dehaene, qui lui a une certaine idée de quels sont les chercheurs qui ont une certaine compétence sur certains sujets. Oui. Ok. Et est-ce que vos rapports peuvent être utilisés pour faire les nouveaux programmes, par exemple? Alors les programmes, c'est un peu différent, c'est la prérogative du Conseil supérieur des programmes. Le CESEN, a priori, n'a pas grand-chose à dire sur les programmes. Finalement, les programmes, c'est un peu, ça relève plutôt de l'espace des valeurs, on va dire. C'est qu'est-ce qu'on pense qu'il est bon d'enseigner aux élèves. Nous, sur le plan scientifique, on n'a pas d'avis sur ce qui est bon, en fait. On peut dire, voilà, les objectifs de la politique éducative étant fixés, quels sont les meilleurs moyens de les atteindre? On est plus sur ce plan-là. Même si, sur certains sujets, on pourrait dire que oui, il y a un petit chevauchement avec la question des programmes, parce que les programmes ne disent pas forcément que ce qu'il faudrait que les élèves apprennent, mais ils peuvent aussi dire dans une certaine mesure un peu de quelle manière il faudrait qu'ils apprennent. Ça dépend. Il y a des versions des programmes qui donnent des éléments de méthode et des versions des programmes qui ne les donnent pas. Ça dépend des époques, ça dépend des sujets. Bon, là, il y a actuellement, il y a sur le sujet des maths,
en primaire, effectivement, le CESEN est intervenu et a essayé de guider un petit peu ce que faisait le Conseil supérieur des programmes, parce que justement, il y avait pas mal de travaux là-dessus. Du coup, bonjour, j'aurais une question du coup un peu à la suite de ça, parce qu'il y a du coup le côté ministériel et puis il y a le côté enseignant. Comment en fait obtenir une meilleure adhésion des enseignants à avoir un enseignement fondé sur des preuves scientifiques pour avoir été dans l'enseignement? J'ai souvent entendu des choses très réfractaires de personnes qui disaient oui, mais moi je vois bien ce qui marche sur le terrain. Donc est-ce que ça passe uniquement par la formation ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour obtenir une adhésion plus forte? Oui, grande question que je me pose moi aussi, hein. On aimerait tous pouvoir mieux guider les enseignants vers des pratiques qui ont plus fait leurs preuves. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Moi, c'est vrai que bon, je ne suis pas un spécialiste de la formation des adultes de manière générale, et donc je suis arrivé là-dedans avec des idées extrêmement naïves. On a des études scientifiques qui disent que certaines pratiques sont plus efficaces que d'autres. Voilà, il faut en parler dans la formation et inciter les enseignants à les adopter. Mais voilà, c'est pas si simple que ça, c'est clair. Donc bon, voilà, ça m'empêche pas d'essayer de faire de la formation. Enfin, je pense que c'est un très très long, c'est un travail de fond en fait. C'est un travail de fond, c'est-à-dire que il faudrait déjà acculturer les enseignants un petit peu à la démarche scientifique en éducation, de manière à ce qu'ils soient un petit peu plus réceptifs aux discours qui viennent de la recherche et qu'ils soient aussi un petit peu plus attentifs à la nature des arguments. Parce que le problème, c'est que des discours qui viennent de la recherche, ils en reçoivent tout le temps et dans tous les sens et qui disent tout et son contraire. Donc en fait, leur problème, c'est pas seulement d'être prêt éventuellement à accepter un discours qui vient de la recherche, mais c'est aussi d'être capable d'exercer un certain esprit critique et de faire le tri entre tous les discours contradictoires qu'ils reçoivent de la recherche. Et c'est loin d'être simple. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut une certaine acculturation scientifique. Comment est-ce qu'on sait qu'une pratique pédagogique marche dans un certain contexte ? Est-ce qu'il suffit de regarder dans une classe ou de se mettre au fond de la classe et de regarder ce qui se passe pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas? Donc, bon, bah, voilà, j'ai un article sur mon blog qui s'appelle Qu'est-ce qui marche en éducation ou comment savoir ce qui marche en éducation, qui essaye d'expliquer tous les biais qui font qu'il ne suffit pas de regarder dans une salle de classe pour avoir la moindre idée de ce qui marche et pourquoi si on veut éliminer ces biais les uns après les autres, on arrive à des méthodologies qui sont de plus en plus expérimentales, de plus en plus contrôlées, et puis randomisées, etc. Et, voilà. Et donc on en arrive à cette fameuse pyramide d'épreuves qui explique pourquoi certains types de données sont plus convaincants que d'autres finalement. Mais ce n'est pas simple à accepter pour les enseignants. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'ils soient exposés à ce genre de choses et puis qu'ils soient un peu plus familiers avec les résultats de la recherche, et qu'après tous les éléments de leur formation soient alignés là-dessus, finalement. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas simple. J'ai pas la recette magique. Si je la connaissais, je l'appliquerais immédiatement, mais... J'ai une question concernant la gestion de classe en maternelle. Ce que j'ai pu observer beaucoup en maternelle, c'est ce qu'on appelle une gestion des apprentissages par atelier, c'est-à-dire qu'on divise la classe en 3-4 groupes et chaque groupe fait son petit atelier et l'enseignant passe dans les groupes pour voir comment ça se passe. Donc j'ai découvert cette méthode en l'observant, même si ce n'était pas du tout le sujet de mes études. Et en fait, j'ai pas trop compris pourquoi les enseignants l'utilisaient, sur quoi ça se fondait. Et quand j'ai pu voir un peu de littérature là-dessus, même si j'ai pas creusé, je voyais plutôt des critiques de cette manière de faire, puisque notamment pour les élèves en difficulté, qui s'ils comprennent pas la consigne et qu'ils attendent 10 minutes que l'enseignant passe 1 minute les voir, souvent ils n'arrivent pas à tirer un apprentissage de ce qu'ils ont pu faire, ou ils trichent sur les collègues, puisque de toute façon ils sont pas supervisés par l'enseignant pendant la majorité du temps. Est-ce que vous savez si du coup cette stratégie en atelier elle est efficace pour apprendre, et sinon s'il y a des
des méthodes de structuration de la classe de maternelle qui sont plus efficaces pour apprendre pour les élèves? Bon, d'abord, je pense que la question, elle n'est pas propre à la maternelle. Hein. Ce fonctionnement par atelier, par groupe, ça peut exister au primaire et puis même plus tard. C'est pas spécifique, je dirais. Et par ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse répondre à la question parce que c'est trop générique. Il y a plein de manières de faire fonctionner des groupes dans une classe. Et je peux en imaginer qui soient très inefficaces et d'autres beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas si j'ai... Enfin, ouais, du coup, j'ai pas un avis très tranché sur la question. Il y a un cas de figure où il y a une démarche de fonctionnement par groupe qui a bien fait la preuve de son efficacité. C'est lorsque l'enseignant cherche à gérer l'hétérogénéité au sein de sa classe. Voilà, il y a toujours des élèves plus forts, moins forts, des élèves qui sont plus avancés, d'autres qui sont en retard, qui ont des choses à rattraper. Bon, c'est un casse-tête pour tous les enseignants, hein, et on comprend bien. Et donc, comment gérer ça? Donc, voilà, il y a plein de manières de gérer ça. On a entendu parler des classes de niveau, etc. Il y en a qui pensent qu'il faut faire des groupes au sein de la classe. Et alors là, j'ai entendu des choses contradictoires. Il y en a qui pensent qu'il faut faire des groupes de besoins similaires et d'autres qui pensent au contraire qu'il faut faire des groupes hétérogènes. Bon, de la littérature que je connais, il semble que c'est faire des groupes de besoins similaires qui seraient plus efficaces. Donc, il n'y a pas besoin de séparer les élèves de niveaux différents dans des groupes ou des classes qui seraient physiquement séparées. Ça, au contraire, ça peut être contre-productif, surtout pour les plus faibles. Mais gérer l'hétérogénéité au sein de la classe en faisant des petits groupes de besoins similaires auxquels on va donner des activités différentes qui sont adaptées à leurs besoins, ça a l'air plus efficace. Et tout en sachant que ces groupes qui sont faits au sein de la classe ne doivent pas être figés. Ils n'ont pas à être figés comme pourraient être figés des classes de niveau. Une fois qu'on est dans une classe, on est dans cette classe jusqu'à la fin de l'année. Alors que des groupes de besoins au sein de la classe, d'abord, ce n'est pas forcément les mêmes groupes de besoins en maths, en français et en sport. Et puis, si un élève il est dans un groupe avec des besoins plus importants, mais qu'il arrive à progresser tout d'un coup, il peut passer dans un autre groupe. Donc, c'est quelque chose qui devrait être réévalué périodiquement par l'enseignant de manière à réallouer les élèves dans les groupes qui leur correspondent vraiment. Voilà, ça c'est une démarche qui clairement a fait ses preuves. Mais ça ne peut pas parler de toutes les manières de faire des groupes en classe. Bonjour. Je me posais une question sur justement, enfin ça va faire écho aux derniers sujets qui ont été abordés, mais sur les différences individuelles. Il y a des manières d'enseigner un même sujet qui vont fonctionner chez certaines personnes et pas chez d'autres, et aborder la question d'une toute autre manière avec parfois des ateliers plus pratiques peut fonctionner pour d'autres personnes, alors que voilà, il y a une diversité. Et je sais que il me semble qu'il y a une liberté pédagogique en France, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même une manière globalement homogène d'enseigner les choses. Et je me demandais si c'était faisable et souhaitable d'encourager la diversité des méthodes d'enseignement. Alors justement, à quelle échelle? Est-ce que ce serait différentes classes, différentes écoles, ou au sein d'une même classe, de proposer vraiment différentes optiques pour essayer d'attraper l'attention de chacun et chacune, et aussi que ça fonctionne et que l'apprentissage se fasse. Donc du coup, la diversité d'enseignement au sein de chaque classe, que après, je sais pas plusieurs choses ou... Je sais pas justement à quelle échelle ce serait souhaitable et faisable de mettre en place, mais j'ai toujours eu ce sentiment qu'on proposait une offre avec une grande emphase sur la théorie et peut-être moins sur la mise en pratique de certains savoirs, et ça peut... les chanceux, ça marche très bien, et ceux qui ont besoin de plus de pratique, pas plus de pratique, mais d'un aspect plus pratique, sont un peu laissés pour compte et n'arrivent pas à suivre parce que la manière dont c'est enseigné n'est pas faite pour eux, alors que je pense qu'ils pourraient très bien comprendre juste d'une autre manière.
Mais je ne sais pas, et c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, mais donc effectivement, c'est un petit peu lié à la question précédente, ou dans le sens où c'est à nouveau... Enfin, disons, c'est vrai que je pense que globalement, les enseignants français sont formés à enseigner d'une même manière pour tout le monde. Et bon, il y a cette notion de différenciation pédagogique, bon, qui est quand même un peu sur toutes les lèvres depuis un certain temps, mais de là à dire qu'elle est vraiment rentrée dans les pratiques, c'est autre chose. Donc certains enseignants sont formidables et y arrivent très bien, mais sans doute, effectivement, la majorité, ils enseignent pour peut-être la moyenne de la classe, où enfin, je ne sais pas s'ils ont même conscientisé pour qui ils enseignent, ils essayent quand même de s'adapter au niveau moyen de leur classe, ou certains choisissent d'enseigner pour les meilleurs et puis ils oublient les autres. Donc, mais effectivement, c'est à nouveau voilà, la question de la gestion de l'hétérogénéité et de comment on arrive à différencier sa pédagogie pour qu'elle convienne à tous ces différents profils d'élèves et à tous ces différents niveaux. Ouais, c'est un vrai challenge pour les enseignants. C'est sans doute une compétence qui n'est pas bien maîtrisée par eux. Une réponse possible, c'est justement d'arriver à faire des groupes de besoins où on adapte les activités qu'on donne à chaque groupe, mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme la science infuse aux enseignants, ça s'apprend, ça devrait faire partie de la formation professionnelle. Bien sûr. Et du coup, est-ce que dans votre groupe, j'ai oublié le nom de conseil au ministère, est-ce que vous avez des pistes pour ça? Est-ce que c'est un sujet? Et est-ce que vous avez identifié aussi différentes manières qui réussissent à différents groupes d'élèves, enfin, différentes pratiques pédagogiques qui pourraient répondre à ces différents besoins ou pas? Disons, formuler comme ça reste trop générique, quoi, hein. Je pense qu'il faut toujours garder des choses plus spécifiques. Donc, dans le domaine de la lecture, comme je le disais, voilà, il y a une approche réponse à l'intervention qui a bien fait la preuve de son efficacité pour un petit groupe d'élèves qui ont des besoins particuliers en apprentissage de la lecture, mais c'est sans doute une approche qui est plus ou moins généralisable à d'autres sujets, mais on ne peut pas dire forcément totalement généralisable. Après, ce que j'entends un tout petit peu derrière votre question, mais peut-être je me trompe, c'est un peu cette idée qu'il y a différents profils d'apprenants auxquels il faut fournir une pédagogie spécifique, et donc bon, il y a sans doute plusieurs variantes de cette idée. La variante la plus discutée dans la littérature scientifique, c'est cette idée selon laquelle il y a les apprenants visuels, les apprenants auditifs, les apprenants kinesthésiques. Bon, je vois les têtes qui se hochent, donc je vois que vous êtes déjà assez familier avec cette idée. Donc ça, c'était en quelque sorte une hypothèse de différenciation pédagogique nécessaire. Il se trouve que cette hypothèse s'est avérée fausse, et que finalement, il vaut mieux que les enseignants essayent de multiplier les modalités par lesquelles ils communiquent aux élèves, donc en sollicitant toutes les modalités pour tout le monde, et ça sera mieux pour tout le monde. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres profils d'apprenants qui seraient en fait plus pertinents. Théorique, pratique, peut-être Comment ? Théorique versus pratique, abordé par un savoir théorique qu'après on met en pratique, ou à l'opposé. Je ne sais pas. Ça, pour le coup, enfin, j'ai l'impression, je regarde Marilyn du coin de l'œil parce que c'est elle la vraie spécialiste de la pédagogie, mais il me semble pour le coup que les études suggèrent qu'il vaut mieux démarrer par le pratique que par le théorique, enfin partir en tout cas de ce que les élèves connaissent, partir des exemples connus dans le quotidien, avant de balancer des grandes définitions abstraites qui peuvent connecter à rien. Et ça fait d'ailleurs partie de la démarche de l'enseignement explicite, de se raccrocher à ce qui est connu et de bâtir à partir de là. Donc ça, pour le coup, je sais pas. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le théorique, parce qu'il y a plein de disciplines dans lesquelles le théorique il est important et il faut y arriver. Mais c'est vrai que moi, dans mon souvenir de l'enseignement des maths, c'est vrai que ça démarre toujours un peu trop par le haut, ou ça démarrait un peu trop par le haut, avec des définitions abstraites dont on ne comprenait pas le sens des mots, et puis il fallait se référer à d'autres définitions pour avoir le sens des mots, et ainsi de suite, et puis après tout ça, ça surchargeait la mémoire de travail, et on ne savait pas quoi en faire, alors que finalement, on pourrait arriver au même concept par le bas, etc. Donc ça, en tout cas, dans l'enseignement des mathématiques, et sans doute des sciences aussi, il me semble que c'est bien établi qu'il vaut mieux démarrer par le concret. Ouais.
Mais du coup, ce n'est pas tellement un levier de différenciation. On démarre par le concret pour tout le monde. Alors après, évidemment, il peut y en avoir certains qui ont déjà dépassé ce stade et qui ont besoin de choses plus abstraites. On peut en faire un groupe de besoins particuliers. J'ai pris le micro du coup. Vous parliez de l'externalisation des prises en charge, nombreuses prises en charge des troubles neurodéveloppementaux, orthophonie, couplées à neuropsychologie, etc. Ce qui amène à la question quelles remédiations sont efficaces, et notamment des retours d'expérience de collègues neuropsychologues qui se retrouvent très souvent à faire de l'aide aux devoirs plutôt que de la remédiation cognitive, et facturées au prix d'un neuropsychologue. Donc si vous avez des pistes de réflexion là-dessus. Oui, alors j'avais pas entendu la variante neuropsychologue qui font de l'aide aux devoirs. Par contre, je connais très bien les orthophonistes qui enseignent la lecture. Ça, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Et ça, c'est incontestable. Donc, oui, effectivement. C'est pour ça, on voudrait toujours que la réponse de première intention, elle se déroule en classe et qu'elle soit faite par les enseignants eux-mêmes. Et même en fait, à l'école elle-même, il y a déjà plusieurs leviers de réponse. Il y a la réponse de première intention, c'est l'enseignant dans sa classe qui voit que les élèves qui sont en difficulté et qui devraient être capables d'apporter une réponse pédagogique un petit peu adaptée. Et puis, il va y arriver jusqu'à un certain point et pas forcément dans tous les cas. Et donc après, il y a d'autres intervenants dans l'école, il y a des enseignants spécialisés qui peuvent aussi intervenir, etc. Et effectivement, ça ne devrait être que dans un second ou dans un troisième temps qu'on fasse appel à des professionnels de santé ou paramédicaux, etc. Mais ouais, c'est... après, des neuropsychologues qui font de l'aide aux devoirs. De l'aide aux devoirs, c'est important, mais là, pour le coup, il y a plein d'autres cadres pour le faire qui sont un peu moins coûteux que les neuropsychologues. Il y a plein d'associations qui interviennent dans les établissements qui font de l'aide aux devoirs et c'est très bien. Une question justement sur les remédiations qui fonctionnent. Parce qu'en fait, quand on pense en neurologie, on arrive un peu avec le rêve de pouvoir intervenir après le diagnostic et souvent on se trouve au pied du mur avec la pauvreté des remédiations cognitives. Et donc, c'est en fait vraiment pour répondre à votre question, quelles remédiations sont efficaces? Alors oui, ils sont efficaces. Pourquoi? Parce que évidemment la réponse peut être différente pour chaque difficulté sur laquelle on essaye d'intervenir. Donc je ne sais pas exactement ce que vous avez en tête. De manière générale, là on parle des apprentissages scolaires et donc ce qui semble marcher le mieux, c'est les interventions qui visent directement les apprentissages scolaires. Après, dans le cadre d'un bilan clinique, on peut se rendre compte que tel élève a tel déficit cognitif dans tel secteur et on peut avoir envie d'essayer de remédier certaines fonctions cognitives. Et là, il faut voir au cas par cas et je ne connais pas toute cette littérature. Ce que j'ai vu, c'est qu'on a longtemps espéré essayer d'entraîner la mémoire de travail et qu'on voit que ça ne marche pas très bien. En tout cas, la mémoire de travail en tant que telle, même si en fait on peut entraîner, on peut améliorer l'empan des gens en leur faisant utiliser des techniques qui permettent par exemple le chunking. Voilà, ça permet de retenir plus d'items en mémoire de travail sans pour autant avoir augmenté sa capacité de mémoire de travail, mais ça permet de mieux répondre à la tâche et du coup ça peut être une stratégie intéressante quand on a une capacité un petit peu limitée. Bon, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, ce n'est pas forcément ma spécialité non plus. Après, il y a sans doute des fonctions cognitives qui s'entraînent mieux que la mémoire de travail, mais je ne connais pas bien le sujet. Et de manière générale, il y a aussi plein de tâches qui demandent à être automatisées dans la classe, que ce soit dans le domaine verbal, que ce soit le décodage graphème-phonème ou que ce soit les opérations arithmétiques, etc. Ou l'écriture. Enfin, il y a plein de tâches qui doivent être répétées et entraînées suffisamment jusqu'à ce qu'elles deviennent entièrement automatiques et de manière à libérer la mémoire de travail. Ça, c'est une grosse composante finalement de l'enseignement pendant les premières années et qui est peut-être un petit peu tombée de mode parmi les enseignants. Et du coup, on se retrouve avec des élèves qui sont parfois un peu malhabiles dans certains secteurs, alors qu'ils demanderaient juste de s'exercer plus, tout simplement, pour automatiser ce genre de compétences. Bonjour, j'avais une question qui était sur l'adhésion. C'est un peu une double question.
J'ai l'impression que, comme beaucoup de sujets de société, on a tous un point de vue sur l'éducation scolaire qu'on reçoit, et les profs ont aussi, les enseignants ont tous un point de vue sur le système scolaire. Et je me demandais si c'est des choses qui sont étudiées sur l'adhésion, qu'est-ce qui va plus ou moins moduler l'adhésion des enseignants et des enfants qui, derrière, grandiront au système scolaire dans lequel ils ont grandi. Et est-ce que cette adhésion joue un rôle dans l'apprentissage, à la fois l'adhésion des enseignants et l'adhésion des élèves au fonctionnement de la classe, etc. Ouais, compliqué là aussi, c'est une question un peu méta. Je ne connais pas bien le sujet pour les enseignants, je sais que ça a été étudié pour les médecins, parce que même les médecins, bon, ils ont une formation scientifique plus pointue que les enseignants, mais malgré tout, on se rend compte que la plupart des médecins généralistes, bon, ils ne suivent pas la littérature scientifique, et quand ils lisent le quotidien du médecin et qu'on leur dit tel essai randomisé contrôlé a montré qu'il valait mieux prescrire ceci que cela, ils ne le croient pas forcément et ils ne changent pas forcément leur pratique pour autant. Hein, en France, on l'a vu avec la prescription des antibiotiques, par exemple, qui continue à des niveaux très élevés, bien au-delà de ce qui est recommandé depuis des décennies à tous les médecins. Donc il y a pas mal de gens qui se sont penchés sur la question, mais comment est-ce qu'on fait pour que les médecins de terrain finissent par tenir compte des meilleures pratiques qui ont été établies au plus haut niveau de preuves scientifiques, etc. On pourrait penser que ça va aller de soi et que forcément ils vont adopter ce qui sort des études scientifiques, mais en fait pas du tout. Et effectivement, pour les médecins et comme pour les enseignants, a fortiori, ce qui compte le plus pour remporter leur adhésion, c'est effectivement leur propre vécu comme élèves, comme anciens élèves, c'est leur propre expérience en tant qu'enseignants, et c'est ce que d'autres enseignants en qui ils ont confiance vont leur dire. Du coup, voilà, il y a des gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'il faudrait organiser la diffusion de l'information de manière à ce que ça vienne de la part des pairs, ou que ça ait l'air de venir de la part des pairs, plutôt que de venir d'en haut, de la part de gens en qui on n'a pas confiance. Ouais, voilà. On a Ignacio qui a fait une tentative dans ce sens-là. C'est compliqué, hein. Je ne sais même pas si moi-même je suis convaincu par ce type d'approche, mais bon, ouais. Qu'en penses-tu, Marilyn? Alors, non, je vais revenir sur la question de comment faire que la recherche arrive dans le milieu éducatif. On a beaucoup parlé des enseignants, de leur formation, de leur adhésion, de leur connaissance. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur deux choses qui sont, à mon avis, des leviers importants et qui sont... C'est un peu on and off. Bon, je t'entends, je peux répéter si nécessaire. Recherche. Mais l'acculturation et la formation des cadres supérieurs de l'éducation nationale à ce que c'est que la recherche, c'est-à-dire les inspecteurs, les DAZEN, les recteurs, pourquoi pas même le ministre, soyons fous. Et on se rend compte, nous, ici, dans le pôle Pégase à Grenoble, que souvent, les enseignants jusqu'à qui on arrive à arriver, et qui collaborent avec les chercheurs sont tous vraiment très motivés et sont très motivés aussi pour apprendre ce que c'est que la recherche. Et on a l'impression qu'il y a un frein qui n'est pas au niveau des enseignants, mais qui est au niveau du système et donc de leur supérieur hiérarchique. Donc, est-ce qu'il y a des espoirs de meilleure formation des cadres supérieurs à la recherche? Je sais que de temps en temps, tu vas à Poitiers former les inspecteurs, mais... est-ce qu'on peut faire mieux? Et puis l'autre point qui, moi, me semble fondamental pour améliorer ce lien entre la recherche et le milieu en éducation, c'est ce que j'appelle depuis des années le chaînon manquant, c'est-à-dire des personnes qui seront capables de faire ce lien et qui sont payées pour ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, Monteil appelle ça des passeurs, je ne sais pas qui c'est qui a employé ce terme-là, ou en tout cas des ingénieurs pédagogiques recherche en éducation. Est-ce qu'il y a de ce côté-là aussi un espoir qu'un jour ce type de poste apparaisse, soit au niveau des rectorats,
soit au niveau des labos qui font de la recherche en éducation, soit avec des postes qui seraient peut-être 50-50, éducation nationale, recherche. Ce serait, à mon avis, quelque chose de très très fort et de très efficace. Et je suis sûre que dans la salle, ici, il y a plein de jeunes qui sont formés et qui sont prêts à, à remplir ce type de poste. Aujourd'hui, on en a, et ce qui manque, c'est les postes. Donc, est-ce que toi, tu sais si quelque chose va un jour, s'il y a un espoir de ce côté-là, parce que... Dans un sens, j'allais dire, c'est la mission des conseillers pédagogiques, mais évidemment, eux, ils ne sont pas mieux formés à la recherche que les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de bootstrapping, en fait. Hein. C'est qu'il suffit... Enfin, ce n'est pas les chercheurs qui peuvent former directement les enseignants. Hein. Moi, j'en ai vite pris conscience. J'ai fait des formations d'enseignants, mais quand j'ai pris conscience qu'ils étaient 870 000, je me suis dit, bah, non, je ne vais pas y arriver en les prenant par paquet de 100, même en les prenant par paquet de 500. Donc, j'ai fait un MOOC. Bon, en faisant un MOOC, j'en ai touché un peu plus, mais malgré tout, je suis encore loin du compte. Donc voilà, on est dans un monde où il y a une constellation de professions, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des formateurs, de différents statuts, etc. Et effectivement, c'est tous qui ont besoin d'une formation. Donc, de la salle de classe jusqu'au cabinet du ministre, ils ont tous besoin de formation parce que de toute façon, effectivement, ils sont tous issus d'un système où la recherche en éducation au niveau international était totalement absente. Donc, il n'y a pas de raison que ça leur vienne comme ça au cours de la nuit. Hein. Et du coup, ouais, c'est vrai que... Alors, ouais, on reste dans un modèle descendant, c'est-à-dire qu'on fait de la formation de formateurs, on fait de la formation de cadres, mais c'est même pas d'une manière très systématique en vérité. On n'en fait même pas autant que ce qu'on devrait faire. Et puis on espère que ça redescende jusqu'au dernier échelon, mais le problème c'est que moi ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a pas mal de déformations en chemin, ce qui fait que quand on voit ce qui arrive au dernier échelon, on n'est pas forcément hyper content non plus. Donc j'ai pas une très bonne solution et je pense que c'est aussi un problème, c'est pas juste un problème que de l'éducation nationale française, c'est aussi un problème d'échelle. On est dans une organisation à 1 300 000 personnes. Je sais pas qui a la science pour savoir comment gérer des organisations aussi grosses et complexes que celle-là et essayer de remettre à niveau les personnels et tout. Enfin, moi je sais pas, moi c'est pas mon métier. Mais... Moi, si vous pouvez me concentrer juste sur les contenus et que quelqu'un trouve une manière de faire diffuser ça, ça m'irait bien. Poste de relais, je ne sais pas. Je sais pas si c'est viable une espèce de profession mixte comme ça. Est-ce qu'il y a une place pour ça? Ouais, c'est difficile à dire. Si peut-être des super conseillers pédagogiques qui, vraiment avec une formation complètement différente. Mais ouais, je sais pas. Merci. Ouais, on va prendre une dernière question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et moi aussi j'ai 2 questions à poser. Donc, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de formation de prof, c'est un peu le bottleneck. Si tu avais une baguette magique, ça ressemblerait à quoi la formation de prof idéale? Ça serait upload directement dans leur cerveau. Avec une baguette magique. Hein. Non, honnêtement, je ne sais pas. Non, je sais pas comment résoudre le problème. 10 ans de formation. Comment l'organiser? Non, disons, si on pouvait tout redémarrer à zéro, disons, il faudrait que les formateurs soient formés déjà, si ça c'était résolu. Après, je pense qu'une formation en 5 ans, c'est bien. Hein. En 5 ans, il y a largement le temps d'apprendre à la fois les contenus à enseigner, qui est quand même la base, et d'apprendre tous les éléments de psychologie, de pédagogie, de recherche en éducation et de didactique des disciplines qui sont nécessaires à être un enseignant hyper compétent à tous les niveaux du système scolaire. Normalement, voilà, si la formation était bien conçue, avec tous les bons contenus, à Bac+5, on devrait avoir des super enseignants. Il n'y a pas de raison que ça prenne beaucoup plus de temps. Et en incluant des alternances de stages, etc., parce que l'expérience, c'est aussi important. Pour moi, le problème clé, effectivement, c'est le bootstrap. C'est comment faire pour que la formation de qualité arrive dans les INSPE, dans les licences, enfin dans tous les endroits de formation.
Alors je peux peut-être juste mentionner que justement pour le CESEN, j'ai réfléchi à ça et j'ai proposé de réécrire complètement le référentiel de compétences des enseignants, parce qu'en fait, c'est un peu le cœur du sujet, tout part de là. Il y a un référentiel de compétences, et en principe, c'est lui qui devrait être la base de toutes les maquettes d'enseignement, enfin de formation, et de tout le reste qui se passe dans l'éducation nationale. Et bon, actuellement, il existe, mais il est bon, il y a des choses bien, mais il est plein de trous, plein de lacunes, il manque plein de choses, et il n'est pas très, très précis. Donc j'avais proposé de s'inspirer du modèle australien et de l'adapter au système français et de redéfinir entièrement le référentiel de compétences. Si on faisait ça, bon, voilà, ça fournirait une espèce de squelette à laquelle toutes les formations devraient se référer. Ça ne résoudrait pas le problème de savoir comment ils feraient monter leur personnel en compétences pour enseigner ce contenu-là. Mais bon, ça serait déjà une référence. Ça serait un programme national de formation des enseignants, de la même manière qu'il y a un programme national de formation des médecins. Hein, c'est le programme du concours de l'internat en fin de 6e année. Et ben, c'est le même partout en France, et ça paraît logique parce qu'on n'a pas envie qu'un médecin formé à Grenoble soit formé à une médecine différente d'un médecin formé à Lille. Voilà, la science médicale, c'est la même partout. Et donc, malgré l'autonomie des universités, toutes les facs de médecine ont réussi à se mettre d'accord sur un programme commun. Bon, ben voilà, si on avait un référentiel national de compétences des enseignants, on devrait aussi avoir un programme commun pour tous les enseignants. Actuellement, ce n'est pas le cas. Mais après, voilà, il faudrait encore arriver à y former tout le monde. Et Cynthia, on a le temps pour une dernière question ou pas? Non, c'est moi. Je peux en profiter un peu. On parle beaucoup des enseignants, mais au final, nous aussi, on est enseignants. Et en fait, on n'est pas du tout formés quand même à donner cours. Et on donne des cours dans le supérieur, mais on n'a pas de formation. Dans ton MOOC, tu parles d'apprentissage et de mémoire. Est-ce que tu aurais des points clés pour nous, enseignants, pour améliorer nos cours et surtout pour que nos étudiants ils mémorisent mieux les contenus qu'on leur donne? Quelques points clés rapidement. Bon, alors d'abord, les jeunes enseignants-chercheurs, maintenant, ils ont une formation obligatoire à l'enseignement depuis quelques années. C'était incroyable que ça n'existe pas avant, mais quand même, maintenant, ça a le mérite d'exister. Alors bon, ça doit être de qualité variable selon les endroits, hein, mais au moins, ça a le mérite d'exister et ça peut encore progresser. Alors voilà, pour mémoriser, bon, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître les questions de techniques de récupération en mémoire. Il faut se tester, il faut arrêter de relire son cours 2 fois, 3 fois, 10 fois, parce que relire, ça met les choses en mémoire de travail, ça donne une illusion de maîtrise, mais en fait, quelques heures plus tard, c'est effacé, ou après le contrôle, c'est effacé. Donc, si on veut retenir les choses, enfin, si on veut les oublier plus lentement, parce que de toute façon, on finit toujours par oublier tout ce qu'on apprend, si on veut oublier les choses plus lentement, il faut faire l'effort de les récupérer en mémoire, et de les récupérer en mémoire un certain nombre de fois. Et aussi longtemps qu'on veut les retenir, il faut aller les récupérer en mémoire. Le souvenir qui n'est jamais récupéré en mémoire, c'est celui qu'on ne récupérera plus jamais. Donc c'est pour ça que maintenant vous avez plein d'applications qui vous proposent de faire des quiz ou des sites en ligne, etc. Vous avez Anki, vous avez Quizlet, vous avez plein de trucs. Donc il faut se tester, il faut se poser des questions. Enfin après voilà, il y a plein de techniques qu'on peut faire à partir de son cours pour convertir ça en quelque chose d'actif avec lequel on va se questionner plutôt que quelque chose de passif qu'on se contente de relire et de surligner. Et c'est tout un chapitre de mon MOOC que vous pouvez regarder, évidemment. Et je finirai par justement ce MOOC, ça fait partie des éléments, je trouve aussi, de vulgarisation un peu à destination des enseignants, mais aussi de tout le monde. Tu fais des conférences grand public, des MOOC, des TEDx, tu as un site web, Ramu Méninge, une page Facebook, un Twitter, énormément en fait, de données accessibles à tout le monde, donc énormément de vulgarisation. On aimerait tous en faire autant. Comment tu fais pour faire autant de vulgarisation et en même temps de mener des recherches et donner des cours à côté? Ça s'est construit petit à petit. Hein. J'y consacre pas forcément 3 jours par semaine. Enfin, pas du tout 3 jours par semaine. Hein. C'est moins d'une journée par semaine, évidemment, parce que la priorité, c'est quand même ma recherche. Mais ça s'est construit au fil des années. Effectivement, de temps en temps, il y a un truc qui m'énerve. J'écris un article de blog. Bon.
Et puis après, non, après le MOOC, effectivement, ça a été un énorme travail. Ça, faut pas le nier, parce que préparer des cours, je sais faire, hein, mais préparer un MOOC, c'est encore autre chose. Et ça, j'avais pas du tout conscience à quel point c'était exigeant comme travail. Donc là, j'ai mis un gros investissement, effectivement, pour faire des belles vidéos de qualité avec du contenu bien léché et tout. Je le referai pas. Mais je suis content que les vidéos soient là, qu'elles existent, que les gens puissent les utiliser. Elles peuvent être réutilisées par qui veut, de quelque manière que ce soit. Donc voilà, après c'est ça ma démarche. C'est en gros, je suis tout le temps en train d'essayer d'arbitrer entre différentes manières d'utiliser mon temps et d'essayer d'optimiser tout ça. Donc je suis tout à fait volontaire pour consacrer, disons, jusqu'à 20% de mon temps à de la vulgarisation, à des choses utiles à la société, etc. Mais du coup, j'essaye d'avoir le maximum d'impact dans ce que je fais. Donc je ne vais plus aller faire une formation avec 20 enseignants parce que c'est vraiment pas une utilisation rentable de mon temps. Par contre, voilà, dès que je peux avoir de l'impact avec plein de gens ou sur des formateurs qui vont pouvoir faire percoler plus loin. Voilà, j'essaye de faire ce genre de choix rationnels pour essayer de maximiser mon impact. Et puis après, du coup, c'est assez logique d'utiliser les réseaux sociaux pour à nouveau démultiplier la diffusion. À partir du moment où j'ai fait un truc, je veux que ça diffuse au maximum. Donc j'utilise tous les canaux possibles, même si, bon, c'est pareil, je ne suis pas d'une efficacité géniale, mais j'essaye. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Désolée pour les questions qui n'ont pas pu être posées, mais Franck reste avec nous encore un petit peu, donc vous pourrez en profiter ensuite. Merci beaucoup pour cette table ronde. On a vu beaucoup de sujets. On a parlé d'enseignement explicite, on a parlé de la maternelle, des formations des enseignants évidemment, de l'inclusion, le lien avec les politiques, du CESEN. On a vu beaucoup de choses. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté cette proposition. C'est énorme pour nous de t'avoir ici. Et merci à tous ceux qui ont géré l'organisation de cette table ronde. Merci à la régie, à Milena aussi. Voilà, je finis ici. Merci à tous.